L'idée, c'est de cette friche fragmentée, d'en faire une unité qui soit pérenne et viable en fait pour un producteur. Donc c'est vraiment créer une ferme là où il n'y en avait plus. Enfin voilà, moi la ligne de conduite, on va dire, c'est créer une ferme adaptée au bouleversement climatique. Donc là, en agrumes, tu as du citron Meyer, tu as de l'oranger Navel Caracara, de la mandarine Mikan, qui est une petite mandarine japonaise sucrée, du yuzu numéro 3, qui est très aromatique. Il y a du Tangelolo Wekiwai, donc ça c'est un hybride entre un pomelo et une mandarine, lui-même hybridé avec un pomelo. Et j'ai mis du kumquat fukushu aussi. Ça c'est plutôt ce qu'on appelle la famille des agrumes rustiques quand même, hein, donc qui tiennent à des moins quelque chose. Ouais. Il y a du néflier du Japon, du feijoa, il y a des plaqueminiers, il y a des amandiers, des grenadiers et des figuiers. Et là par contre j'ai mis un peu plus de diversité en termes de variété. Alors, les Alpes-Maritimes, c'est le département le moins agricole de France. Donc on a, suivant les calculs, 1 à 3 jours d'autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'il en reste 362 ou 364 voilà, où on importe notre nourriture. Paysan naturaliste, c'est un bien grand mot. En fait, j'ai le même réflexe que toi. Tu vois, tu vois un papillon que tu connais pas, tu te demandes ce que c'est, tu te dis tiens, incroyable le cycle qu'il a, mais c'est un papillon migrateur, vraiment. Et c'est être capable de s'émerveiller, déjà d'être curieux de ce que tu as autour de toi et ensuite d'avoir le plaisir de t'en émerveiller. Dans le précédent épisode, vous entendiez Huyenne, paysanne cueilleuse et écrivaine. Ces derniers jours, j'avais envie de rester plongée dans l'univers de ces paysannes et paysans qui choisissent de laisser une trace, pas uniquement dans les paysages en plantant, mais aussi sur le papier. J'ai donc décidé de monter le reportage avec Jean-Noël Falcou. Jean-Noël est cultivateur d'agrumes et autres fruits, distillateur de fleurs d'oranger et de roses à Mouans-Sartoux dans les Alpes-Maritimes. Il accompagne aussi, en tant que responsable d'équipe, les producteurs de plantes à parfum dans le Pays Grassois. Il donne des cours en lycée agricole et a de nombreuses autres casquettes. Il est l'auteur d'un livre sur les agrumes chez Terre Vivante et du livre Journal d'un paysan, élément déclencheur pour notre rencontre. Je remercie au passage les éditions Wild Project de m'avoir envoyé le livre. Jean-Noël m'a accueilli sur son terrain en juin. Avant de lui donner un petit coup de main pour mettre en place l'irrigation pour ses jeunes arbres fruitiers, j'ai enregistré le moment où il me présente la ferme et les choix qu'il a faits. C'est cet épisode-là que vous écoutez en ce moment. Puis on s'est installé à l'ombre d'un arbre pour un entretien un peu plus long. C'est la deuxième partie dans laquelle Jean-Noël partagera ses conseils en installation agricole. On approfondira la production d'agrumes en agroécologie et l'importance d'écrire quand on est paysan. Je suis Opaline, créatrice du podcast Agroécologie voyageuse, et cet épisode fait partie de la série Préserver les terres et installer les paysans de la saison 5 qui a pu exister grâce au soutien précieux de donatrices et donateurs. Aujourd'hui, je remercie du fond du cœur Laurent, Sandrine, Nathanaël, Marion, Claire, Laurent, Martin, Agnès, Louise et Fabrice. Belle écoute. Qu'est-ce que je te raconte alors ? Tu me dis ce que tu as envie de dire sur ce terrain, pourquoi tu l'as acheté, comment il était au départ. Ouais, en fait je cherchais une parcelle agricole pour planter du bicaradier, mon arbre fétiche. Et en passant par ici avec les élus du village là, qui m'ont dit on a identifié des terrains nus en terre agricole, alors de particuliers, hein, c'est que des terrains qui appartiennent à des propriétaires fonciers. Je suis passé devant cette parcelle-là qui n'était pas forcément identifiée. Et je dis mais là c'est bien là quand même, non ? Et ils m'ont dit ah ouais mais je sais pas si c'est disponible parce qu'il y a une autre paysanne qui avait son âne dessus et tout ça. Et en fait on a pris contact avec les propriétaires qui ont dit ah oui pourquoi pas, ce serait très bien. Bon je te fais la version courte, ouais. Mais tu as
tu as plusieurs parcelles. Là, tu as 6 parcelles de 2000-2500 m² qui sont côte à côte. Et d'abord, j'en ai loué 3. Donc les 3 que tu as en face de toi, donc les 2 plantées et celle derrière la route, pendant 15 ans. Ce qui m'a permis de me dire, bon, sur 15 ans, je peux planter des arbres et avoir une rentabilité. C'est jouable, quoi. Une fois que ça a été fait, je vais voir les propriétaires d'à côté qui ne voulaient pas trop louer, qui veulent le garder, on ne sait jamais si un jour il passe constructible, enfin tout ce qu'on entend toujours. Et finalement, qui m'ont dit, bon, bah, tu peux cultiver. Donc là, j'ai un prêt à usage, c'est-à-dire que d'année en année, c'est renouvelé tacitement. Donc j'ai le droit de le cultiver. C'est pas très sécurisant quand même. C'est pas sécurisant du tout, mais en attendant, ça me permet de cultiver. Moi, je pense qu'il passera jamais constructible, et si je me trompe, tant mieux pour les propriétaires. Et si je me trompe pas, tant mieux pour moi. En attendant, tout le monde est content, le terrain est entretenu, eux, ils sont contents. Voilà. Et une fois qu'il y a eu ces parcelles-là, on allait voir la propriétaire de la planche en bas. C'est que des propriétaires géniaux qui sont issus du monde agricole. Enfin, les parents ou grands-parents étaient agriculteurs, donc ils voient bien la problématique. Ils ont envie de mettre les terrains à disposition. Après, il y a une réalité économique aussi à un moment donné, surtout dans les Alpes-Maritimes, qui fait que voilà, les discussions ont finalement été fructueuses malgré les réflexions qui sont légitimes de la part de propriétaires. Voilà. Et donc cette parcelle-là, en dessous, là, après discussion, finalement, elle me dit, bon allez, je te la loue. On fait un prêt à usage comme au-dessus. Je dis, un prêt à usage, non, là on veut faire un peu de légumes, mais vraiment pas beaucoup. Ça ne m'intéresse pas de l'avoir qu'un an. Elle dit, tu veux combien? Je dis, un bail rural, ça aurait été bien, 9 ans, ça aurait été bien. Ah, 9 ans, c'est trop long. Bon, on coupe l'apport en deux, 5 ans. Donc, voilà. Donc là, celle-là, elle louait 5 ans. Donc là, elle louait 15 ans, prêt à usage 1 an, louait 5 ans. Et celle d'à côté, il y a quelques semaines, je viens de l'acheter. Donc je suis hyper content. Ça va fixer un peu l'installation. Donc au départ, voilà, l'idée, c'était planter des arbres. Et vu la surface qu'on a, donc maintenant on a un peu moins de... Là on est à 1,5 hectare pour l'instant, avec la possibilité d'atteindre les 2 hectares, je pense, d'ici quelques temps. Donc l'idée c'est de cette friche fragmentée, d'en faire une unité qui soit pérenne et viable en fait pour un producteur. Donc c'est vraiment créer une ferme, là où il n'y en avait plus. Enfin, c'est vraiment cette idée-là qui nous a motivés. Enfin voilà, moi la ligne de conduite, on va dire, c'est créer une ferme adaptée au bouleversement climatique. Donc très diversifiée sur les cultures, avec des porte-greffes et des variétés adaptées à ce qui nous attend dans quelques années. Et avec un pilotage de l'irrigation, enfin voilà, peu gourmand en eau, un pilotage de l'irrigation qui soit un peu fin. Et on va essayer de le faire en zéro énergie fossile, tout en autoproduction énergétique avec les panneaux solaires, pas mal d'huile de coude. Et avec des pratiques agroécologiques qui nous plaisent bien, quoi. Voilà, fixateur d'azote, engrais verts et biodiversité, enfin voilà, tout ce qu'on connaît bien, quoi. Et tu peux juste redire le territoire où on est et quel est le... Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculture. Ouais, on est dans les Alpes-Maritimes, sud-est de la France, dans le Pays Grassois. Donc c'est l'ouest des Alpes-Maritimes. Et la ville, c'est Montsartou. Donc Montsartou, c'est à mi-distance entre Cannes et Grasse. Donc c'est le début du moyen pays, on va dire. Donc on n'est pas au bord de la mer, mais on n'en est pas si loin. Et on a des températures, il fait très chaud l'été et assez sec. Et l'hiver, il fait froid. C'est-à-dire que c'est une parcelle qui peut descendre à du moins 6. Donc au niveau des cultures, voilà, tu fais un grand écart. Donc faut viser juste. Et on est sur un sol argileux, 30% d'argile, mais très drainant, étonnamment, parce qu'il y a quand même pas mal de sable et le sol est profond, donc avec une légère pente. Donc on a un sol très argileux, enfin assez argileux, très drainant. Et il y a peu d'agriculture dans le territoire. Alors les Alpes-Maritimes, c'est le département le moins agricole de France. Donc on a, suivant les calculs, 1 à 3 jours d'autonomie alimentaire. Donc c'est-à-dire qu'il en reste 362 ou 364, voilà, où on importe notre nourriture. En faisant une recherche sur l'outil Territoire fertile pour la ville de Montsartou, voici les résultats que j'obtiens. Actuellement, l'agriculture de cette commune peut nourrir 1% de la population.
En moyenne, les aliments parcourent 1200 km avant d'arriver dans l'assiette des habitants. L'outil m'informe également qu'il y avait 77 fermes sur la commune en 1978. Ce chiffre descend à 14 en 2010. On peut se demander combien il y aura de paysans en 2040. Donc par contre, on a une agriculture très diversifiée et une agriculture qui est restée strictement paysanne. Et donc une agriculture assez qualitative. Donc en fait, c'est assez étrange comme territoire, les Alpes-Maritimes, parce que bon, déjà quand on dit Alpes-Maritimes, les gens ils pensent à la mer, à la plage, mais 90% de notre département c'est de la montagne et des plateaux, donc beaucoup de déclivités, peu d'eau. Mais par contre, voilà, on a vraiment une belle agriculture, 4 IGP. Il n'y a pas les gros méchants pollueurs contre les gentils bio. Chez nous, c'est un peu plus complexe que ça. Mais en gros, faut un peu jouer des coudes pour récupérer des petits terrains pour pouvoir faire l'agriculture. Ici, tout le monde est sur petites parcelles. Enfin, allez, il y a 2-3 producteurs qui ont des parcelles un peu plus grandes. Mais tout le monde est sur toutes petites parcelles. Ouais. Et le foncier agricole, c'est un supplice ici. Voilà. C'est avoir du foncier agricole, c'est très 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 compliqué. Les communes, pendant très longtemps, ont complètement sacrifié l'agriculture. Là, elles commencent depuis quelques années à se rendre compte que on ne peut pas continuer comme ça. Donc il y a un petit move léger sur on remet un peu d'agriculture. Et après, il y a quelques locomotives. Et Montsartou, c'est vraiment la locomotive du département sur ces questions-là. Donc où ils sont très en avance sur les questions agricoles. Depuis plusieurs décennies, ils travaillent dessus, sur les questions alimentaires et agricoles. Donc je suis aussi très content. Enfin, c'est un peu le hasard d'avoir trouvé un terrain dans cette ville-là. Et le hasard fait bien les choses. Je suis très content d'être ici. Et donc cette partie-là, elle est utilisée par Adrien. Ouais. En fait, on voulait cultiver ensemble avec mon collègue Adrien. Pour plein de raisons trop longues à expliquer, c'était pas possible d'avoir une structure commune rentable. Parce que oui, bien sûr, tu peux te mettre en société, mais bon, une fois que tu as payé ce que tu as payé dessus, et que tu es agriculteur et que tu plantes des arbres, c'est-à-dire on va commencer les récoltes dans plusieurs années et on travaille gratuitement en attendant, sauf qu'il faut payer le comptable, les charges fixes, les machins d'une société, c'était pas possible. Donc on n'a pas réussi à faire une structure commune. Donc en fait, il a deux parcelles à son nom, j'ai 3 parcelles au mien. Donc factuellement, on a 2 fermes différentes. Voilà, on a deux productions différentes. Lui, il s'occupe des rosiers, il fera du maraîchage. Et moi, je m'occupe de l'arbo. Et quand on est ensemble, en voisins sur nos parcelles respectives, on se file des coups de main. Et vous avez le petit local là Ouais, on a monté un conteneur. Ouais, c'est un conteneur démontable. On a un problème d'accès ici en fait. On a un problème d'accès parce que c'est une impasse et il y a une passerelle à l'entrée de l'impasse, donc il n'y a pas de gros engins qui peuvent rentrer. Et donc conteneur démontable, ce qui nous a permis de le mettre tout en haut du terrain. Donc on a pu mettre les panneaux solaires dessus. Moi, mon idée en fait, c'était d'essayer de faire une solution un peu clé en main pour les copains producteurs qui veulent s'installer. En mode, j'arrive sur une parcelle, comment je fais si je veux un abri du stockage de l'énergie. Donc je me un peu creuser la tête pour trouver le conteneur qui va bien. Une association qui s'appelle l'AMID, qui est une association d'ingénieurs de Sophie Antipolis qui se sont mis à l'agriculture, qui ont pas mal de réflexions sur pilotage d'irrigation et sur autoproduction énergétique. Donc avec eux, on a fait la production d'énergie sur le conteneur. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'à terme, on dise, voilà, pour X euros, tu peux avoir ça posé chez toi. Et qui aille en toute configuration. C'est-à-dire que c'est facile à monter, pas besoin de faire une dalle, tu peux le déplacer, tu peux avoir l'énergie, ça ferme à clé. Voilà. Donc pour l'instant, on a juste ce petit container, il n'est pas grand, il fait 6 mètres sur 2. Mais qui nous permet d'avoir toute notre énergie et le stockage des petits outils. En attendant peut-être d'en mettre un autre ou de faire autre chose. Enfin, maintenant que j'ai la parcelle à côté, peut-être qu'il y a d'autres réflexions qui vont arriver.
Et donc hier, tu disais que quand tu arrives sur une parcelle, tu vois tout de suite, dans ta tête, tu as tout un tas de choses qui arrivent sur qu'est-ce qui peut se passer ici, comment on met Ouais. l'irrigation, etc. Donc là, tu dis que cette parcelle-là, tu veux que ce soit une parcelle, une ferme en tout cas, adaptée au bouleversement climatique. Comment tu as décidé que tu allais planter là, pour l'instant, il n'y a que des bigaradiers. Comment tu as imaginé ce que tu allais faire Alors, ici? il n'y a pas de bigaradier, il n'y a que des agrumes. Mais il y a... non, t'inquiète. Il n'y a que des agrumes. Au final, j'ai pas mis un seul bigaradier parce que il y avait mieux à faire sur ce terrain que mettre du bigaradier. Donc c'est le terrain qui a décidé pour moi. Les choses sur lesquelles j'ai pas transigé, c'est que je voulais planter des arbres. Moi j'aime les arbres, je voulais planter des arbres. Je voulais planter des arbres adaptés à ce qui allait se passer dans quelques temps et forcément adaptés au terrain. Donc ma spécialité, ça reste les agrumes quand même. Grande histoire d'amour, c'était les agrumes. Sauf que les agrumes sont très gourmands en eau, en intrants. Donc je voulais pas aller sur une installation 100% agrumes parce que ça consomme beaucoup. Parce que je dois dire aussi qu'il y a un virus qui est en train de décimer les plantations agrumicoles, qui n'est pas encore en Europe, mais qui va finir par arriver et qui m'inquiète vraiment beaucoup. Et j'ai pas du tout envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. Oui, c'est pas très agroécologique Et de c'est faire pas une monoculture, exactement. en gros. Et que c'est pas agroécologique, exactement. Donc du coup, je me dis, si je plante des arbres, je plante pas que des agrumes. Qu'est-ce que je plante d'autre? Donc le reste, c'est un peu le terrain qui a décidé. Et ensuite, les porte-greffes, c'est le terrain qui décide. Et les variétés, c'est en partie le terrain et en partie mon goût personnel. Et après, comment on a choisi le maraîchage et les rosiers? Alors on est distillateur aussi, je suis distillateur, donc, mais en fait ça c'est les conventions qui ont décidé ça. C'est-à-dire que on voulait planter des arbres, on est là 15 ans, sur les parcelles 15 ans, très bien tu plantes des arbres. Sur une parcelle 5 ans ou sur un pré à usage 1 an, non, on ne va pas s'amuser à planter des arbres. Donc sur la parcelle 5 ans, on a planté des rosiers. On sait que dans 5 ans, on les aura rentabilisés en distillant nous, en vendant l'eau de rose aux particuliers, on arrivera à l'équilibre. Et après, sur les parcelles 1 an, on fera un peu de maraîche, mais du maraîche de diversification, des trucs qu'on peut laisser 2-3 jours sans que ça nous en tienne trop rigueur, quoi. Les courges, les patates douces, autre chose, Adrien fera bien ce qu'il veut. Moi, le maraîchage, c'est pas pour moi. J'ai pas le temps, là, mais d'être là tous les jours, régulièrement. Et puis c'est peut-être moins ton truc aussi. Ouais, c'est moins mon truc, ouais. Moi j'aime les arbres. Ouais. C'est moins mon truc. Après, je trouve ça important qu'il y en ait, mais je me vois pas faire ça au quotidien. On a décidé que ce serait diversifié, on a décidé que ce serait adapté et au terrain forcément et à ce qui nous attend. Et après, c'est le lieu qui parle, quoi, qui te pousse vers ci ou ça. Il y a plein de choses que j'avais envie de faire et que j'ai pas planté parce que ça va pas. Et inversement, j'ai planté des choses, j'aurais jamais imaginé les mettre il y a 2 ans de ça, quoi. Mais il faut s'adapter. Et du coup, dans ton livre, tu parles de semis, de couverts végétaux, de diverses pratiques. Là, du coup, est-ce que tu imagines quelles sont les pratiques agroécologiques que tu as envie de mettre en œuvre? Il y en a pas mal, mais j'aimerais travailler sur les fixateurs d'azote. Ouais. Parce qu'en agrumiculture, j'en ai jamais vu, en fait. Okay. Et alors que les agrumes sont sûrement les arbres qui en production bouffent le plus d'azote. Donc là, je vais mettre sur les rangs des fixateurs d'azote que je peux trogner pour produire mon carbone aussi sur place. Donc je vais essayer de voir ce que j'arrive à faire là-dessus. Et après, les interrangs, ce sera forcément des engrais verts. Et je vais faire des couverts bas, forcément des haies, forcément un point d'eau. J'aimerais bien à terme un point d'eau, des habitats agroécologiques un peu à droite à gauche. Des nichoirs, tout ça? Oui. Obligé. Et ça. Du coup, tu as planté d'abord les arbres, dans une démarche peut-être de régénération des sols, faire un couvert d'abord, planter les arbres après, là tu étais pressé peut-être aussi. Non, c'est en fait j'ai mis 1 an à planter quand même. C'est-à-dire que d'abord j'ai préparé le sol et observé, parce que moi je suis pas de Montsartou, je suis pas loin,
Mais c'est quand même un autre contexte que je connais moins bien que le mien, hein. Je suis de Valorisme. Donc pendant un an, j'ai travaillé le sol, amendé et regardé comment. Enfin, j'ai fait un tour de cadran, quoi. Voilà, regarder ce qui sortait, comment ça réagissait, etc. Et ensuite, quand tu plantes un agrume, la première récolte conséquente, c'est 6 ans après, quoi, sur un sol comme ça. Donc oui, j'ai pas perdu de temps en plantant les agrumes pour qu'ils s'implantent et en me concentrant un peu sur eux là, les premiers temps. Et après, le reste va suivre. Okay. Je pense important de pas tout faire d'un coup. Juste avant la parution de cet épisode, Jean-Noël m'informe que depuis ma venue, il a planté des fixateurs d'azote entre les agrumes. Il a testé 6 espèces différentes. De l'argousier, du caragagnier de Sibérie, du chalève d'automne, de l'olivier de Bohême, de la coronie glauque et du baguenaudier. Il a aussi semé des engrais verts en interrang. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu as prévu de planter ici comme espèce Là, il y a une centaine d'agrumes et en dessous, il y a une centaine de fruitiers. Et là, tu as un millier de rosiers. Okay. Donc là, en agrumes, tu as du citron Meyer, tu as de l'oranger Navel Caracara, qui est une très belle et très bonne Navel. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Il y a de la mandarine Mikan, qui est une petite mandarine japonaise sucrée, en termes d'usage qui se rapproche un peu de ce qu'on connaît nous de la clémentine. Tu vois, un truc doux, acidulé qui se mange bien. Il y a de la mandarine Nova, c'est la Clémence Villa, tu sais, les gros genres de grosses clémentines. Tu as du yuzu numéro 3, qui est très aromatique. Il y a du Tangelolo Wekiwai, donc ça c'est un hybride entre un pomelo et une mandarine, lui-même hybridé avec un pomelo. Donc en fait c'est un fruit qui ressemble beaucoup à un pomelo, qui a un peu une forme d'orange, mais qui a un goût plutôt pomelo, mais sans aucune amertume. Et j'ai mis du kumquat fukushu aussi. Donc c'est un kumquat qui a un peu une forme de poire et qui est un peu plus précoce que les autres kumquats. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la famille des agrumes rustiques quand même, hein, qui tiennent à des moins quelque chose. Ouais. Donc le Meyer, moins 6, c'est le plus frileux de tout ce que j'ai mis, mais voilà, le yuzu, du moins 18, quoi. Donc voilà, ça c'est la partie agrumes. Et après, dans la partie fruitier, j'ai mis un peu plus de diversité. En termes d'espèces, il y a du néflier du Japon, qui est ma nouvelle marotte là, du moment. Il y a du feijoa, il y a des plaqueminiers, il y a des amandiers, des grenadiers et des figuiers. Et là par contre j'ai mis un peu plus de diversité en termes de variété pour chacun. Donc à part les amandiers où j'ai pas été très original, j'ai mis qu'une variété. Il y a 4 variétés de kaki, il y en a 5 de grenades, il y en a 4 de figues. 4 de feijoa et 4 ou 5 je crois, et 4 ou 5 de néflier. Et du coup il y a un intérêt de les mettre par ligne et pas tous sur la même ligne. Est-ce que c'est pour faciliter la récolte C'est pour faciliter les opérations. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a des copains qui disent qu'il faut tout mélanger. Et je comprends la logique, même si sur d'aussi petites surfaces, je ne suis pas convaincu de l'utilité de tout mélanger. Parce que là, ils sont plantés sur 2500 m², quoi, hein, mais en tout cas, pour les opérations, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Tu vois, les néfliers, ils risquent de monter un peu plus haut que les autres. Donc, je suis très content d'avoir mis que sur un seul rang tout en haut. Les figuiers, ils sont sur la partie basse, qui est un peu plus humide. Et voilà. Et puis, j'aime bien, puis en termes de récolte, de maturité, estimer les poids que tu as. Et puis d'opérations, hein. Enfin, c'est pas les mêmes opérations, c'est quand même beaucoup plus... Enfin, dans tous les cas, c'est une toute petite parcelle. C'est ça. Il y a 4000 m², c'est ça à peu près. Là, celle-là, elle doit faire 2000. Donc là, sur 2000, tu as 100 fruitiers. Ouais, voilà. Donc, c'est quand même vachement Ils sont plantés à 4 mètres les uns des autres, en fait. Hein. Donc
Ils sont plantés à 4 mètres sur le rang, 4 mètres d'interrang en quinconce. Et là, pareil, tu veux mettre des fixateurs d'azote aussi? On verra, je vais faire On mes verra. tests. Pour moi, c'est moins problématique sur ces fruitiers-là qui sont quand même, encore une fois, très peu gourmands. Enfin, Ouais. Féjois, néflier, plaqueminier, amandier, bon, on ne peut pas dire qu'ils ont des gros besoins en azote, quoi, hein, loin s'en faut. Donc là, planté quand? Cet hiver. Cet hiver. Ouais. Cet hiver, Ceux-là aussi les racines nues, cet hiver, ouais, Mais ils avaient quel âge? un an. Tu les as plantés? Un an. Ah oui. Le porte-greffe, un an, ça c'est des variétés que j'ai multipliées. Les plaqueminiers là, donc là ils font un peu moins de 2 mètres, mais en fait, si tu veux, sur mon ancienne parcelle, j'avais. Ouais, c'est ça quand tu laisses l'herbe. Avant, il y avait vraiment beaucoup d'escargots, et là maintenant, je maintiens le couvert assez bas sur le rang. C'est pour ça que je fauche le rang, tu vois. D'accord. C'est aussi pour calmer un peu les escargots dans les arbres. Qu'est-ce que je te racontais? Ouais, les plaqueminiers, j'avais 2 variétés sur mon ancienne parcelle que j'aimais énormément. Tu vois, la petite là, ici, là, les petites feuilles là, et celle-ci. Donc celles-là, je les ai multipliées. On a pris des greffons, on les a amenés à un copain pépiniériste et qui nous a greffé. On a choisi notre porte-greffe, il nous a mis ça dessus. Et donc là, ils ont 2 ans plantés cet hiver. Plantés cet hiver. Ouais, ils sont très bons. Et ensuite, j'ai même pris 2 autres variétés plus classiques, un peu les incontournables, quoi, hein, les Cheng et les Nikitas Gift, qui sont très beaux aussi. Donc eux, ils sont bien partis. Les amandiers, ce qui est important à dire, je trouve aussi, c'est que j'ai choisi que des variétés à petit développement. Donc je pense à ça parce que Cheng Nikitas Gift, ça va être dur à maintenir bas, mais c'est que des variétés qui ne devraient pas trop monter normalement. Donc les figuiers, c'est que des petits développements, le féjois, c'est facile à contenir, l'amandier, Pour faciliter la récolte? pour permettre des grosses densités, Ouais, c'est ça. sans que les arbres montent trop et que je me pose trop de questions. Voilà. Et c'est pour ça que les amandiers, j'ai fini par mettre que des Loranes. Donc c'est peut-être pas la variété la plus folle, mais au moins c'est petit développement productif. Je voulais quelque chose en amande fraîche, moi, tu vois, pour faire de l'amande fraîche. Et donc Lorane, on peut l'avoir en amande fraîche et ça simplifie un peu la donne. Et après, sur le néflier, moi, je crois assez à. Enfin, tu vois, les kakis, les nèfles, si ça te va, on va juste passer dans les amandiers, voir s'il n'y a pas des petites bestioles qui m'embêtent. Les kakis, les nèfles, c'est des arbres, tu vois, des fruits qu'on produisait beaucoup ici avant, mais qui ont été complètement abandonnés, et uniquement à cause des circuits de commercialisation. C'est des fruits qui ne vieillissent, enfin, tu vois, que tu dois vendre dès que tu as cueilli, quoi, qui ne se conservent pas du tout. Mais les gens adorent les kakis. Les nèfles, moi personnellement, j'adore. Ah ouais. Et donc, ça me tenait à cœur d'en replanter aussi. Tu vois, il y a des variétés. Et le féjois, je comprends pas que le féjois, ça soit pas plus diffusé, consommé. Ça a que des qualités, ce fruit-là. Donc pareil, ça c'est un peu mes fixettes, quoi. Et néflier du Japon, c'est ma fixette du moment parce que t'as des centaines de variétés différentes de néflier. Et nous ici, on n'en connaît pas en fait. Parce qu'ici on fait que du pied franc, culturellement, tu vois. Okay. On prend le noyau, on le plante, on a des nèfles, on est content, tu vois. Sauf que y a des centaines de variétés différentes. Il y en a qui sont un peu plus résistantes à la tavelure que d'autres. Il y en a qui font des fruits plus gros, plus juteux, plus sucrés, plus comme ci, plus comme ça. Et donc j'ai passé vraiment du temps à essayer de trouver des variétés, déjà des arbres greffés, avec des variétés identifiées, et qui soient adaptées au coin. Parce que j'aimerais bien produire des nèfles. Ok, là on est bon. Ah, la dernière fois j'ai vu des capnodes là sur les amandiers. Un gros coléoptère noir. Qui bouffe les feuilles? Dont les larves, il pond ses larves dans les racines des amandiers. Ah oui. Donc après ça creuse des galeries, enfin c'est pas ouf. J'en ai trouvé que 2, hein, c'est pas la mort, mais. Donc ça c'est une petite variété que j'adore là de kaki, dont je connais pas le nom. Ok. Que j'ai récupéré sur la parcelle que j'avais avant. Ouais.
Il fait des tout petits kakis, vraiment tout petits. Hein. Ok. Tu as cette taille-là, là, et il en fait énormément. Et ils sont assez précoces, ils mûrissent très bien sur l'arbre. Et ils sont à tomber par terre. Ils sont trop bons. Et ceux-là, c'est avec cette variété-là que je me suis mis à réaliser que le kaki, en fait, les gens aimaient ça. Je ne savais pas, tu vois. Vu que tu vois toujours des arbres isolés avec les fruits qui se perdent et tout, Ouais. tu as l'impression que les gens n'aiment pas ça, mais en fait, si. Et après, ça, c'est les rosiers plantés cet hiver. Donc, en gros, les plaqueminiers, les amandiers, je les ai plantés cet hiver, vers janvier, en racines nues. Et après, le reste, c'était en motte et je les ai plantés tout début du printemps. Et les rosiers, Adrien les a plantés en janvier aussi, hein, en racines nues cet hiver. 2 variétés de Centifolia, donc la rose de mai. La variété classique, là, ce qu'on appelle la simple, nous, qui est utilisée par les parfumeurs. Et une qui a failli se perdre, la double, qu'on voulait absolument multiplier pour en avoir et pour la conserver. Et aussi parce qu'elle fait un hydrolat de bonne qualité. Et parce que elle est un poil plus tardive que la simple. Et que nous, la fleur d'oranger, la fin de la fleur d'oranger est en même temps que le début de la centifolia. Donc pour nous, c'est très compliqué à ce moment-là. Ah ouais. Donc en mettant de la double, on s'est dit, bon, si tout va bien, on finit la fleur d'oranger, on démarre la double après, quoi, si tout va bien. Donc il y avait un peu cette logique-là aussi. Et du coup, là, les choix qui ont été faits de plantation, c'est assez dense, avec de la bâche, de l'irrigation, pour vraiment limiter l'enherbement, le travail. Ouais. Ah ouais, nous on essaye de faire simple. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, parce que je me fais l'avocat du diable, mais on pourrait te dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus agroécologique là-dessus? Ah, mais plein de choses. Plein de choses. Mais en fait, quand on a peu de temps, bah, là, c'est Plein de déjà choses. bio, quoi. Moi, je pense que c'est très important de garder en tête que quand tu es paysan, en fait, faut que tu gagnes ta vie. Et que c'est ça le point de départ. C'est peut-être pas pour ça que tu es paysan, tu as d'autres motivations. Moi, j'ai d'autres motivations à être paysan que simplement gagner ma vie. D'ailleurs, tu peux choisir des métiers où tu gagnes quand même bien mieux ta vie que paysan. Mais en fait, c'est la condition sine qua non pour poursuivre ton action agroécologique. Donc là, à court terme, nous, ce qu'il faut, c'est à court terme que les productions produisent. Donc d'abord, on se concentre sur les productions. Et au fur et à mesure, on rajoute des étages à la fusée pour à terme arriver à quelque chose qui sera Plus diversifié. Ouais, ça, plus diversifié, avec beaucoup plus d'interactions, où on pourra faire des cultures intercalaires, on pourra faire plein de choses. Mais je ne vais pas d'abord planter mes haies et après planter ce qui va me faire manger. D'abord, je plante mes productions et ensuite, je mettrai les haies, je ferai autre chose. Ça, c'est ton choix. Il y en a qui en font d'autres. Bien sûr. Ouais. Et après, les toiles tissées, enfin nous, c'est pas notre parcelle. Pour Adrien, c'est une parcelle supplémentaire. C'est une parcelle de diversification pour lui, qui est producteur d'agrumes sur d'autres villes. Donc il ne peut pas y passer, il peut pas passer toutes les semaines biner les rosiers. Et on a des surfaces trop petites pour imaginer mécaniser avec des intercepts, enfin des outils spécifiques qui coûteraient cher. Donc c'est un compromis, comme beaucoup de choix en agriculture, hein, c'est un compromis. La bâche, elle n'a pas forcément vocation à rester là non plus toute sa vie. Donc là, une fois que les rosiers seront bien implantés, on verra les choix qu'on fera, tu vois. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont particulièrement bien développés pour une première année. Genre il y a 50 ans, tu sais ce qu'il y avait ici? La vigne et de la rose. D'accord. La vigne de la rose, ils faisaient un peu d'oignon sur la parcelle où il y a les rosiers aussi. Donc la terre, elle est... Est-ce que tu sais à quel point elle est riche? Oui, j'ai fait une analyse de sol. C'est pas la meilleure terre du monde, mais elle n'a pas été cultivée pendant pas mal de décennies. Donc en fait, elle est surtout faible en activité biologique. Donc voilà, tu vois, il y a cette parcelle en plus. D'accord. Donc quand je suis arrivé sur cette parcelle, jusqu'à un gros tiers de la parcelle,
C'était un bosquet d'élantes. Tu vois, tout ça, c'est que des élantes. Dense, dans lequel tu pouvais même pas rentrer, quoi, tu vois. Donc, j'en ai beaucoup enlevé. Et là, j'avais laissé quelques gros sujets, tu vois, que j'ai écorcés pour les épuiser un peu et qui rejettent moins des racines. Tu vois, je les fais un peu galérer. Mais là, il faut que je les arrache. C'est pour ça que je laisse repartir, là, tu vois. Je laisse repartir un peu les élantes, comme ça, je vois où sont situées les racines et il faut que je sorte tout à la mini-pelle. 25, 9, Elle est belle la prairie en tout cas. Ouais, elle est super belle. Avant elle était horrible et là elle commence à être vraiment belle. Et j'ai envie quand même de te poser cette question-là. Tu disais tout à l'heure qu'il faut gagner ta vie, entre guillemets. En tout cas générer un revenu, puisque ta vie tu l'as déjà. Pourquoi t'es paysan du coup? Quelles sont tes motivations à être paysan? Dans le livre, c'est paysan, on te présente comme paysan naturaliste. Oui. Moi je suis paysan parce que j'ai besoin d'être dans la nature, en un, et de loin. et en deux, parce que c'est un métier qui m'a toujours fasciné. Mais c'est vrai. C'est qui lui? Ah non, c'est juste une pauvre. C'est juste un pauvre pigeon. C'est juste un pauvre pigeon. Il était flippé le pauvre. Donc moi je suis paysan parce que vraiment j'ai besoin d'avoir les mains dans la terre, d'être en contact avec la nature et tout ça, c'est très 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 important pour moi. Et après c'est un métier assez fascinant. Déjà c'est un métier où tu n'as pas un seul métier quand tu es paysan. Tu en as 10 différents. Et ça c'est génial, c'est un métier qui a une dimension physique, moi j'ai besoin de me dépenser, c'est physiologique, j'ai un gros besoin de me dépenser. Et après c'est quand tu aimes manger et quand tu te sens de quelque part aussi, tu vois, tu es attaché à certains produits, à certains... Donc ça te rattache à un lieu aussi d'être paysan. Et, moi je suis un sudiste hein, clairement, donc ça me lie beaucoup aussi à cet endroit-là. Et puis il y a tout un rapport, je trouve, sur le temps qui passe, ça te rend humble quoi, d'être paysan, tu vois, il y a tout un rapport sur le temps qui passe, ceux qui t'ont précédé, ceux à qui tu transmettras, tu vois, qui me portent pas mal aussi. Ah, c'est lui le papillon dont tu parlais là, qui est sur le chardon là-bas? Noir avec des taches blanches là, c'est ça? Ouais. Alors je le vois pas, mais ouais, c'est lui, ouais. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Non, après paysan naturaliste, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot. En fait, j'ai le même réflexe que toi. Tu vois, tu vois un papillon que tu connais pas, tu te demandes ce que c'est, tu vas chercher et tu te dis, bah tiens, incroyable le cycle qu'il a, mais c'est un papillon migrateur, vraiment. Et c'est être capable de s'émerveiller, déjà d'être curieux de ce que tu as autour de toi et ensuite d'avoir le plaisir de t'en émerveiller. Moi, je trouve que c'est ça qui est incroyable, c'est tu vois une pauvre petite araignée, un pauvre petit insecte, une pauvre petite plante qui ressemble à rien. Et quand tu te renseignes, tu fais waouh, incroyable. Rien que de le regarder. Puis voir bouger, ce que j'aime aussi, c'est que tu vois l'impact que tu peux avoir, aussi bien négatif que positif. Et ça, c'est hyper plaisant. Tu vois, quand tu arrives, que tu vois cette prairie, tu te dis, et quand si tu avais vu comment elle était avant, tu vois, tu te dis, bon, j'ai pas fait grand chose, mais le peu que j'ai fait, déjà, tu vois que ça bouge vite en fait. Ça bouge super vite. Au départ, je voulais faire des engrais verts et tout, et quand j'ai vu la diversité qui sortait, je dis ah ben c'est peut-être intéressant, on va peut-être la laisser. Et au final, je suis super content d'avoir laissé cette prairie là quoi. Et je l'ai laissée aussi parce que pour avoir des indications sur le terrain. Juste en regardant les chardons, tu devines un peu le chemin de l'eau que tu as ici. Tu vois bien que la zone en bas, l'enherbement, il est différent d'en haut. Ça te renseigne beaucoup sur ta parcelle. Ben, c'est beau. Hein. Eh ben écoute, on va aller travailler parce que... Ouais, va falloir quand même. Après, hein. La première partie de ce reportage dans la ferme de Jean-Noël est terminée. La seconde partie sera consacrée à un entretien plus long où Jean-Noël partage les différentes étapes de son cheminement de paysan, sa vision de l'agrumiculture en agroécologie et comment il s'est peu à peu mis à écrire. Réaliser ces épisodes est une vraie passion pour moi.
Si vous voulez m'encourager dans cette œuvre, vous pouvez partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être nourries à son écoute, laisser un commentaire sur les réseaux sociaux, noter l'épisode avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ou encore me faire un don, car quoi de mieux que d'être financé par vous qui m'écoutez. À bientôt et pensez à mettre régulièrement les mains dans la terre. Elle en a besoin, et vous aussi.